Merci, Sissemi. Donc, je pense que l'adaptation cardiaque et l'adaptation générale, la prévention, c'est l'enfant pauvre de la médecine. Et d'ailleurs, la salle le prouve très bien. Vous savez tous que l'insuffisance cardiaque commence par un dysfonctionnement ventriculaire gauche. Et tout de suite, il y a une panoplie de remise en question avec un arsenal neuro-hormonal pour corriger cette insuffisance cardiaque qui, malheureusement, très vite, ils deviennent donc nocifs. Et vous voyez, vous avez des anomalies hormonales, mais vous avez des troubles ventilatoires, vous avez une myopathie, fente musculaire, vous avez des anomalies vasculaires. Et quand le patient va vous voir, voilà ce que vous traitez. Ben, vous traitez que les anomalies neuro-hormonales. Qu'est-ce que vous faites sur le trouble ventilatoire? Rien. Qu'est-ce que vous faites sur la myopathie? Rien. Qu'est-ce que vous faites sur les anomalies vasculaires? Rien. Et vous pouvez me croire, quand vous faites de la réadaptation cardiaque, vous corrigez tout ça. Et si vous ne me croyez pas, je vous donne de la lecture dans des revues hautement connues scientifiquement parlant qui parlent de ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que la réadaptation cardiaque corrige toutes les anomalies de l'insuffisance cardiaque. Vous avez entendu parler de cette étude des glofosine qui corrige, etc., l'insuffisance cardiaque avec un très bon pronostic. Et en fait, cette glifosine n'agit absolument pas. Elle fait qu'une glucosérie avec une amélioration de l'insuffisance cardiaque, mais sur tout ce que je viens de vous dire, elle ne fait rien. Mais le patient, quand il vient vous voir, il vous dira jamais que j'ai des anomalies neuro-hormonales. Il va vous dire, voilà, moi, je suis fatigué. Et à chaque fois que je marche, je suis essoufflé. Et quand je suis essoufflé, je m'arrête, etc. Et c'est un cercle visqueux. Plus il est essoufflé, moins il fait d'efforts. Moins il fait d'efforts, il est donc fatigué. Alors, si je vous pose la question, c'est quoi la VO2? Vous allez me répondre tous, c'est la capacité physique du patient. Et si je vous dis pourquoi, vous me direz que tous les substrats qui donnent de l'énergie ont besoin d'oxygène. Et donc, la consommation d'oxygène est reflux direct des substrats qu'on utilise pour fabriquer de l'énergie. Et donc, ça reflète la capacité du patient. Et c'est pour ça qu'on fait la VO2. Alors, quand on regarde la VO2, qui est la capacité du patient à faire un effort, et vous avez un pont hémodynamique, début cardiaque, etc., vous avez un pont métabolique, la différence artério-veineuse. Et nous tous, on s'occupe énormément de tout ce qui est hémodynamique avec fraction d'éjection, mais on ne s'occupe pas du tout de la différence artério-veineuse qui est donnée par la VO2. Nous savons tous que la fraction d'éjection a un facteur pronostic très important, c'est connu. La VO2 aussi, c'est un facteur pronostic très important. Vous voyez, quand la VO2 est inférieure à 10 ml kg/minute, eh bien, en un an, il y a 50% des insuffisances cardiaques qu'on va perdre, ils vont donc mourir. Et quand on fait la courbe VO2 en fonction de la fraction d'éjection, il n'a aucun rapport. Et on a vu parce qu'on explore deux choses différentes. D'un côté, vous êtes hémodynamique, de l'autre côté, vous êtes métabolique. Alors maintenant, quand vous faites un effort, eh bien, vous allez vous adapter à l'effort. Alors vous avez une adaptation hémodynamique que vous voyez d'un côté. Alors cette adaptation hémodynamique, c'est le volume d'éjection systolique qui va augmenter et la fraction d'éjection la fraction cardiaque qui va augmenter. Mais votre insuffisant cardiaque, il ne va pas les utiliser, puisque d'abord, le volume d'éjection, au bout de 40% de l'effort maximum, il va stagner, et en plus, l'insuffisance cardiaque ne peut pas augmenter son volume d'éjection systolique. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va se rabattre sur le problème métabolique. Ça veut dire qu'il va augmenter sa différence artério-veineuse. Et plus il est adapté, plus il est réadapté, plus il peut faire un effort, plus cette différence artério-veineuse augmente. Alors, comment prescrire au mieux cette réadaptation cardiaque? Le mieux, c'est faire une VO2. Pourquoi faire une VO2? Pour obtenir ce fameux AT, c'est en fait le seuil anaérobie, le premier seuil, parce que le deuxième seuil, vous le voyez que chez le sportif. Il y a le premier seuil, et c'est le premier seuil qui va nous servir pour réadapter le patient, soit en continu, soit en fractionné. Je ne vais pas revenir sur ça parce que c'est un peu trop long et vous êtes très fatigué, il faut que je finisse rapidement. À côté de cet entraînement en endurance, en fractionné ou en continu, vous avez la musculation puisque l'insuffisance cardiaque crée
une myopathie et une fente musculaire. Alors, des fois, vous avez des patients qui ne peuvent même pas faire un effort, ils ne peuvent même pas faire de la musculation, et dans ces conditions, on utilise l'enfoncement musculaire passif. Ça veut dire qu'en fait, on va utiliser des appareils qui vont entraîner des signaux électriques, et ces signaux électriques vont tout d'abord faire fonctionner les muscles petit à petit, et après on arrive à le faire une musculation active, et après on va le mettre sur un vélo. Alors, cette électromyostimulation, je crois que les sportifs l'utilisent, il y a des femmes qui l'utilisent aussi pour maigrir, donc c'est des influx électriques. Il est parfaitement démontré que cette électromyostimulation va augmenter la capacité d'effort du patient et elle va augmenter aussi sa qualité de vie. Sauf que si le patient peut bouger, l'électrostimulation ne sert à rien. Elle sert que si le patient ne peut pas bouger de façon active. Alors, pour l'insuffisance cardiaque, des fois, vous avez des insuffisants cardiaques qui sont extrêmement fatigués. Et le mieux, c'est de commencer par une puissance très faible. Vous augmentez la durée. Par exemple, vous faites 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, avec une petite puissance. Et vous augmentez peu à peu la puissance, mais vous ne commencez pas par une grande puissance parce qu'il va être vite fatigué. Vous commencez par une petite puissance, ça veut dire qu'il y a une fréquence cardiaque qui est aux alentours de 50% de ce seuil anaérobie. Vous augmentez la durée, 20 minutes, 30 minutes, etc., puis vous augmentez la puissance après. Alors, est-ce que la réadaptation cardiaque sert à quelque chose chez l'insuffisance cardiaque? La réponse est oui. Et cette étude, qui est une étude randomisée, des patients qui étaient réadaptés et des patients qui ne sont pas réadaptés, ils sont aux alentours de 2000 en tout. Ils sont tous avec un traitement optimal d'insuffisance cardiaque. Et alors, cette étude est positive. Si on ajuste tout, vous allez voir sur cette courbe qu'on baisse la mortalité et on baisse le nombre d'hospitalisations également. Et elle serait encore plus positive si jamais il n'y a pas un biais, parce qu'en fait, les patients qui ne sont pas réadaptés, on leur dit quand même de faire un effort, et on leur téléphone pour leur dire qu'il faut faire des efforts. Donc il y a des patients qui sont témoins, mais qui font des efforts. Et inversement, il y a des gens qui doivent faire de l'adaptation, qui doivent faire des efforts, et bien ils ne le font pas. Il n'y a que 30% qui font les efforts de 120 minutes par semaine. Il n'y a que 30% des gens qui le font, alors qu'ils devraient être à 100%. Alors, voici une méta-analyse qui vous montre que l'adaptation cardiaque baisse la mortalité, baisse les hospitalisations globalement et baisse la hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Je reviendrai sur la mortalité tout à l'heure. Voici une cohorte de 40 000 patients, quand même, une cohorte américaine en fait, c'est une étude internationale. 20 000 patients ont fait adaptation et 20 000 patients n'en ont pas fait. Et vous voyez, la mortalité de toute cause baisse, les hospitalisations baissent, les incidences d'AVC baissent et l'incidence d'arythmie complexe fibrillation baisse. Et dans la vraie vie, voici un registre qui est quand même de 140 000 patients, dont 29% ont fait de l'adaptation. Et vous voyez que la mortalité baisse de 43% chez ces patients. Alors, quand on regarde maintenant, pourquoi la mortalité? Pourquoi la mortalité, quand elle baisse, tout baisse de façon significative, sauf la mortalité? Et pourtant, quand on regarde bien, les facteurs pronostiques de l'insuffisance cardiaque sont quoi? La pro-BNP, la fraction d'éjection, NIA, VO2, VO sur VCO2, voici. En gros, ceux qui motivent le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Alors, quand on regarde les hospitalisations, par exemple, regardez, on a vu tout à l'heure que la réadaptation baisse la hospitalisation. Et vous voyez cette étude qui vous montre, plus les patients sont hospitalisés, plus le pronostic est très mauvais. Donc, en théorie, si on baisse la hospitalisation, on baisse donc la mortalité. Et cette étude-là qui vous montre que la NT-pro-UMP, en fait, c'est une méta-analyse qui baisse de façon significative par l'adaptation, et l'étude qui est au-dessous vous montre que les sous-groupes qui sont en endurance baissent beaucoup plus la NT-pro-UMP que les patients qui sont en résistance. Alors, pour la VO2, vous voyez que la réadaptation cardiaque augmente la VO2 chez tous les patients de façon non exclusive et
elle baisse aussi, elle augmente la VO2 et elle baisse la VE sur VCO2. Et vous savez que la VE sur VCO2 est un facteur pronostique indépendant de tous les autres paramètres. Normalement, si la réadaptation augmente la VO2 et baisse la VO sur VO2, normalement, elle devrait baisser la mortalité puisque c'est un facteur pronostique. Voici une autre étude qu'on a faite récemment et vous voyez que la réadaptation cardiaque augmente le volume d'éjection systolique et le débit cardiaque, surtout à l'effort. Alors, on est allé plus loin. Voici une biopsie du muscle cardiaque avant réadaptation et après réadaptation. Vous avez l'architecture a totalement changé après réadaptation, ce qui est allé à droite. Et en plus, vous avez plus de fabrication d'ATP. Là, en bas, c'est une étude que nous, on a faite avec l'Université de Compiègne et on a montré que quand on fait un effort, on utilise moins d'énergie après réadaptation qu'avant réadaptation. Et en plus, la dégradation de l'ATP est beaucoup plus lente. Ça veut dire qu'en fait, on utilise mieux après réadaptation notre énergie qu'avant la réadaptation. Alors, évidemment, il y a quand même quelques facteurs limitatifs. La réadaptation cardiaque n'est efficace que quand elle augmente la VO2 de plus de 6%. Quand elle n'augmente pas la VO2 de plus de 6%, c'est un facteur pronostique majeur et malheureusement, le pronostic est mauvais quand le patient ne bénéficie pas de la réadaptation cardiaque. Vous voyez sur cette étude, quand les patients ont une VO2 basse, ils restent après réadaptation basse, ils ont un très mauvais pronostic. Et bien, quand ils augmentent leur VO2 après, les mêmes, quand ils augmentent leur VO2, et bien, le pronostic est beaucoup mieux. Voici une autre étude qui vous montre exactement la même chose, avec ce cut-off qui est le 6%. Quand les patients augmentent leur VO2 de 6%, ils ont un bon pronostic. Quand ils augmentent de moins de 6%, ils ont un mauvais pronostic. Et là, c'est une étude qui a été faite par la Société de cardio française qui vous montre que si les patients n'augmentent pas leur VO2 de plus de 6% après réadaptation, ils ont un très mauvais pronostic. Alors maintenant, cette étude qui a fait beaucoup de bruit pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, comme si vraiment on a découvert quelque chose d'extraordinaire. Alors que si on en revient en arrière, vous voyez que la réadaptation cardiaque dans l'insuffisance cardiaque à fraction préservée, elle améliore la capacité d'effort, elle augmente la fraction diastolique du ventricule gauche, elle améliore la qualité de vie. Donc depuis très longtemps, on sait que la réadaptation cardiaque est efficace pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée. Mais on ignore parce que ça ne rapporte rien, évidemment. Tu ne vas pas vendre le vélo, tu le vends une fois, mais pas deux fois. Alors qu'avec le traitement, tu vas faire beaucoup de bénéfices. Voici une autre étude qui vient de sortir d'ailleurs en 2021 et on savait que la réadaptation cardiaque est efficace dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse. Et on se pose la question sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors, on a une étude qui te montre ça donne exactement la même chose, même mieux que dans l'insuffisance cardiaque à fraction basse. Donc, ça fait très longtemps qu'on sait que la réadaptation cardiaque est efficace dans l'insuffisance cardiaque à fraction préservée. Alors, on s'est posé la question toujours, que ce soit pour l'insuffisance cardiaque à fraction conservée ou préservée, par quelle méthode il faut les réadapter. Alors, est-ce qu'il faut les réadapter en fractionné? Est-ce qu'il faut les réadapter en continu? Eh bien, la réponse est là. En fait, faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que le patient bouge. Que ce soit fractionné, que ce soit en endurance, c'est exactement la même chose. Il faut absolument que le patient, ça donne exactement le même résultat. L'essentiel, c'est de faire des efforts. Alors, on a quand même remarqué que malgré les efforts qu'on fait, quels que soient les efforts qu'on fait, eh bien, le pronostic de l'insuffisance cardiaque s'améliore. Et vous voyez là, avec le trait que je vous montre, à VO2 égale, le patient mourrait 10 ans moins, plus que maintenant. À VE sur VCO2, qui est la même, eh bien, le patient mourrait 10 ans avant, plus que maintenant. Et pourquoi? En fait, parce qu'il y a deux choses qui ont joué. La première chose, c'est l'optimisation des médicaments. Et vous n'avez pas mieux que les services d'adaptation pour optimiser les médicaments. Et la deuxième chose, c'est le traitement non médicamenteux. Je vais y revenir. Alors, l'optimisation des médicaments, vous voyez là, pour l'Entresto,
Alors, quand vous réadaptez un patient, plus le patient a une dose élevée d'Entresto, plus sa VO2 augmente, plus sa VE sur VCO2 baisse. Ça veut dire qu'en fait, plus vous adaptez, optimisez votre traitement, plus votre réadaptation est efficace. Donc, il y a une synergie entre l'optimisation du médicament et la réadaptation. Pour les bêta-bloquants, c'est exactement pareil. Pour les bêta-bloquants, les patients qui sont sous bêta-bloquants bénéficient beaucoup plus de la réadaptation que les patients qui n'en ont pas. Et c'est une erreur monumentale d'arrêter les bêta-bloquants chez un patient, même quand il a fait une poussée d'insuffisance cardiaque. Et vous voyez en bas que pour une même VO2, les patients qui sont sous bêta-bloquants vivront beaucoup plus que les patients qui ne sont pas sous bêta-bloquants, alors qu'ils ont exactement la même VO2. Alors le traitement non médicamenteux, on se pose la question toujours, si la réadaptation apporte quelque chose ces patients qui sont resynchronisés. Ben, la réponse est oui, et regardez très bien, les patients qui sont en insuffisance cardiaque contrôle, qui n'ont pas fait adaptation cardiaque, ils baissent leur VO2. Quand ils sont réadaptés, ils augmentent de 2,1 ml/kg. Quand ils sont sous CRT, ils augmentent de 1,9. Et quand ils ont les deux, ils augmentent de 5,5 ml/kg. Et vous voyez très bien que si je compte bien, 2,1 plus 1,9, ça veut dire réadaptation et CRT. Vous voyez, c'est à 4, alors que si je les mets les deux, j'ai 5. Ça veut dire que c'est plus que synergie, les deux. Alors, pour les assistants circulatoires, moi j'ai l'expérience de Thoratec. Vous savez, le Thoratec, c'est une valve qu'on met à la pointe du cœur. Elle aspire le sang et elle le réinjecte dans l'aorte ascendante. Alors le gros problème pour nous, c'est que ces patients n'ont pas de tension, puisque le flux est continu. Donc il faut se baser quand même uniquement sur l'aspect du patient, puisqu'il n'a pas une circulation pulsatile et donc on n'a pas de pouls, on n'a pas de tension en fait. Et ce patient-là qui est grabataire, vous voyez, il est venu chez nous, il ne marchait pas. Il est allongé tout le temps. Et regardez, à la fin de son séjour, il fait du vélo. Et vous voyez, à côté c'est les batteries qui, initialement, je crois qu'on avait une autonomie de 8 heures et maintenant, on a une autonomie de quelques jours, donc les patients peuvent... Alors, initialement, c'était pour attendre. Ça, c'est circulatoire, pour attendre la greffe cardiaque, on attend. Et finalement, on a des gens qui sont... Ça fait 10 ans qu'ils sont en attente. Donc, on s'est dit, c'est quand même un traitement, puisque ça fait 10 ans qu'ils sont en attente, ils n'ont pas été greffés. Alors, pour maintenant la greffe cardiaque, c'est la meilleure façon de montrer que la réadaptation est efficace. Quand vous avez un greffé cardiaque, s'il n'est pas réadapté, il ne s'améliore pas. Et pourtant, vous avez changé le cœur. Pourquoi? Parce que son système circulatoire, il est le même. Il n'a pas changé. Le cœur ne fonctionne pas tout seul. C'est une centrale, mais il faut après des tuyaux. Si les tuyaux ne sont pas adaptés, eh bien, le patient ne s'améliore pas. Alors, quand vous réadaptez un patient qui a une greffe cardiaque, sachez une chose, c'est que le cœur est dénervé. Comme il est dénervé, eh bien, il n'augmente pas tout de suite sa fréquence cardiaque, il attend que les catécholamines augmentent pour augmenter sa fréquence cardiaque, donc la fréquence cardiaque augmente bien après, et comme quand il s'arrête, il n'a pas de frein vagal, eh bien, la fréquence cardiaque ne baisse pas tout de suite, elle baisse quelques minutes, voire plus après. Voici une étude qui vous montre que la réadaptation cardiaque est efficace dans la greffe cardiaque. Vous voyez qu'elle augmente tous les paramètres. Alors voici, si vous ne me croyez pas, voici un article qui vient de sortir. Il est sorti en 2021. Et vous voyez que la réadaptation cardiaque agit sur le cœur, sur le système neurovégétatif, sur le rein, sur l'inflammation, sur le pancréas avec l'insuline, sur les muscles, sur les vaisseaux et sur les poumons. Et vous pouvez vivre cet article. Alors, si vous connaissez un seul médicament qui fait tout ça, j'achète tout de suite. Il n'y en a pas. Ils ont essayé de trouver en Inde la gélule, ils ne l'ont jamais trouvé, mais nous, on la connaît depuis très longtemps, c'est l'exercice fixe et l'adaptation. Alors là, c'est une étude qu'on vient de faire. Et vous savez que quand vous faites un effort, eh bien, vous avez le shear stress, vous avez le débit sanguin qui augmente dans les vaisseaux, et cette pression au niveau du vaisseau fait qu'il y a du NO qui est vasodilatateur. Et normalement, la anosynthétase, elle se trouve que dans l'endothélium. Il se trouve que chez les sportifs, cette anosynthétase va migrer au niveau de la mitochondrie et va fabriquer du NO au niveau de la mitochondrie. Et du coup, elle protège
la mitochondrie contre l'ischémie cardiaque. Et c'est extrêmement important pour l'insuffisance cardiaque ischémique, puisque ça va protéger le muscle contre l'ischémie. Évidemment, la réadaptation cardiaque n'est pas que l'exercice physique, n'est pas que les médicaments. Vous avez l'éducation thérapeutique, vous avez le conseil diététique, vous avez l'arrêt du tabac, le sévrage, etc. Alors, voici 2 cas vrais de chez nous. La patiente qui est à droite, elle arrive, elle n'est absolument pas autonome. Pourtant, elle a 80 ans. Le papy à côté, 80 ans. Même fraction d'éjection. Lui, il joue du basket et elle est à peine autonome. Alors, même âge, même fraction d'éjection. Parce qu'il y a un qu'on vient de finir sa réadaptation, il joue au basket. Il y a une qui vient d'arriver, elle marche même pas de façon autonome. Alors, est-ce que tout ça nous coûte plus cher? Non. Compte tenu de ce qu'elle coûte, la réadaptation cardiaque, à la société, à la sécurité sociale, eh bien, vous voyez qu'en fait, ça ne nous coûte pas beaucoup plus cher par rapport aux gains qu'on a. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, évidemment, regardez les recommandations. Les recommandations françaises, c'est un A. Les recommandations européennes, c'est pareil. Les recommandations qui viennent de sortir, ils disent même plus, ils ne parlent plus d'insuffisance cardiaque, ils parlent de toutes les cardiomyopathies. Il faut donc les réadapter, et c'est toujours au grade. Les réadaptations américaines, c'est pareil. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors qu'on a démontré 1000 fois que ça marche, alors que toutes les recommandations sont 1A. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus simple de prendre un comprimé que faire un effort, surtout après le travail. Ça, c'est mon bouquin qui va sortir bientôt. Le deuxième, c'est l'adaptation cardiaque. Et ça, c'est notre congrès du Gers. Il nous a fait l'honneur d'être à Pau. Quelqu'un d'autre nous fera l'honneur d'être à Montpellier. Merci beaucoup pour votre attention. Normalement, en lecture, il n'y a pas de questions, normalement. Non, je ne prends pas. Merci beaucoup, si Mohamed, c'était vraiment épatant. Et dommage que c'est vrai que c'est une partie du traitement de l'insuffisance cardiaque et même d'autres pathologies cardiovasculaires qui est toujours, c'est pas occulté, mais je crois délaissé. Et malgré tout ce qui a été du moins dit depuis des années, ça fait au moins une vingtaine d'années que j'assiste à nos congrès. Et bon, c'est vrai qu'il y a de l'inertie, il y a beaucoup d'inertie, peu d'investissement dans un domaine qui peut apporter, même en survie, vous avez démontré ça sur plusieurs points. Donc, pour vous faire plaisir, ça, c'est la photo de 2 greffés cardiaques qui ont commencé leur réadaptation. Donc, mais une autre question, par contre, par rapport, quelles sont les spécificités de la réadaptation du greffé cardiaque par rapport au long cardiaque? Oui, le greffé cardiaque, il faut absolument qu'il ait une VO2. Parce que vous ne pouvez pas baser sur la fréquence cardiaque, je vous l'ai montré. La fréquence cardiaque, comme le cœur est dénervé, vous ne pouvez pas vous baser dessus. Donc, tu te bases sur le seuil anaérobie. Le seuil anaérobie, c'est quoi le seuil anaérobie? En fait, c'est le seuil quand vous marchez ou vous courez. Ben, vous allez utiliser votre oxygène. Et toute molécule d'oxygène va donner une molécule CO2. Donc, il y a un équilibre. À partir du moment où vous allez accélérer et que l'énergie par le système aérobie oxygène est dépassée, vous allez faire appel à votre système anaérobie. Et quand vous utilisez votre système anaérobie, le CO2 va dépasser le O2. Ce n'est plus un équilibre O2-CO2, il n'y a plus de CO2, et donc vous accélérez votre respiration. Et à partir du moment où vous accélérez votre respiration, c'est le seuil anaérobie. Vous passez d'une consommation aérobie à une consommation anaérobie. Et c'est ce seuil, vous prenez la fréquence cardiaque à ce seuil-là et vous allez réadapter votre patient à ce seuil-là, à la fréquence, au seuil. Ça, c'est pour le continu. Si vous voulez faire des fractionnés, il faut absolument que la fréquence cardiaque que vous utilisez soit supérieure
à celle du seuil. Et plus votre seuil va s'approcher de votre pic de VO2, plus le patient va fabriquer du CO2, il va être fatigué. Et au moment où il arrive au pic de VO2, il doit s'arrêter parce qu'il a une acidose musculaire. Alors la VO2 max, il ne faut pas en parler, parce que la VO2 max n'existe que chez le sportif. Ça veut dire qu'en fait, quand il fait une VO2, il va y avoir un plateau au moins de quelques minutes. Or, tu remarqueras que tous les patients que tu fais, moi, toi, les malades, ils font un pic et ils descendent. Il n'y a pas de plateau. Et donc, on parle de pic de VO2. Et quand vous réadaptez votre patient, eh bien, vous allez déplacer votre seuil anaérobie. Ça veut dire que le patient va faire appel à son système anaérobie et donc plus de CO2 à éjecter plus tard. Et donc, il sera fatigué plus tard.